Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à un nouveau numéro de Politique, votre rendez-vous du week-end au lendemain des de la Syrie. Le ministère turc de la Défense a annoncé dimanche le lancement de l'action militaire Griffe et Paix. Quelles sont les retombées d'une telle opération sur la région? Est-ce que ce n'est pas une action précipitée avant que l'enquête ne livre les détails? L'opération en question a été condamnée par la Russie qui appelle à une cessation des frappes et les États-Unis qui évoquent la menace sur ses soldats en Irak. Bref, entre les frappes turques et les dénonciations des uns et des autres, c'est les Kurdes qui en payent le prix. Le débat est lancé pour l'émission de Politique aujourd'hui. Bien sûr, pour retour sur le plateau, pour en parler avec nous et pour lancer justement le débat, nous aurons avec nous M. Gamal Abina, expert en questions internationales par Skype depuis Paris. M. Gamal Abina qui n'est plus à présenter. Gamal, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons également M. Mounder Tabet, analyste et chercheur en questions en sciences politiques. Il est avec nous depuis Tunis par téléphone. M. Mounder Tabet, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous, ravi d'être votre invité. Merci, tout le plaisir est pour nous. Et bien sûr, nous aurons tout à l'heure, dans un petit instant bien sûr, Monsieur Hassan Qassimi, qui est un expert et spécialiste dans les questions de géopolitique. Monsieur, bonsoir, et nous allons aller dans le vif du sujet. Alors, Istanbul, où Erdogan a lancé une opération aérienne contre le nord de la Syrie. Quelles seront les retombées d'une telle opération? Pour commencer avec vous, Monsieur Tabet. Monsieur Mounder, je vois mal une réplique du côté russe si l'on considère l'enlisement des forces et de l'armée russe en Ukraine. Il est évident que le prétexte classique d'Erdogan, c'est la chasse livrée au PKK, aux combattants du PKK. Donc une incursion qui est quelque part classique, habituelle. Mais ceci n'empêche qu'une lecture s'impose en matière d'équilibre géostratégique dans la région, dans la mesure où il est évident que Erdogan pousse ses pions, replace ses pions, cherche à profiter justement de la difficulté éprouvée actuellement sur le front ukrainien par la Russie. Donc, il est clair que dans cette conjoncture, une certaine transition des forces incite, stimule justement la Turquie à pousser plus loin son influence et à protéger ses frontières, surtout qu'il y a un retour de l'activité, entre guillemets, de l'activité du PKK, l'activité militaire du PKK considérée comme étant une activité terroriste après la dernière opération qui a été menée à Istanbul. Donc, il est évident que la Russie se trouve actuellement en difficulté militaire. Ceci est tout à fait le constat le plus objectif qu'on puisse faire et que justement on cherche à faire pression sur une zone d'influence classique pour la Russie, à savoir la Syrie et spécifiquement donc à défaire cette alliance avec Bachar el-Assad. Oui, très bien. Monsieur Mounder Tabet, je continue avec vous parce que je sais que vous allez nous quitter dans un petit instant. Donc, autant profiter de votre présence. Est-ce que cette opération était nécessaire à la base? Est-ce qu'elle ne pouvait pas être évitée? Non, éviter dans la mesure où, si vous voulez, que la souveraineté de l'État syrien est bafouée, que cette souveraineté n'est plus prise en considération par le Conseil de sécurité, par la communauté internationale. Donc des opérations militaires menées
par la Turquie ou Israël. Il faut rappeler les frappes et les opérations qui ont été menées, qui sont menées d'ailleurs d'une façon quasi périodique et non sporadique par Israël, ne sont jamais condamnées. Donc il est évident que le régime syrien cherche à résister, à gagner du temps et en attendant le retour de loin de la Russie, il est clair donc éviter une nécessité logistique militaire par rapport au régime turc est une question dérisoire. Oui. La Turquie cherche à profiter de cette conjoncture, de cette difficulté vécue par la Russie dans son enlisement sur le front ukrainien et que justement compter sur la diplomatie internationale pour tracer des lignes rouges, je crois que c'est tout à fait utopique et déplacé. Je termine juste par une petite question. Justement, la Turquie, en faisant cette opération, en lançant cette opération, elle parle de légitime défense. Est-ce de la légitime défense, justement, que d'aller bombarder un territoire qui n'est pas le sien? D'autant plus qu'il est un territoire très litigieux. Tout à fait classique. La question, juste à rappeler que des opérations ont été menées aussi par Tzal en Syrie, des frappes sous même le pouvoir de Hafez al-Assad et le régime syrien s'est toujours réservé cette formule stéréotypée, à savoir que la Syrie se réservait le droit d'une riposte. Et donc, ce n'est pas nouveau de voir des outrages au droit international, des dépassements pareils. Donc, la question se pose en termes de géopolitique assez complexe. Il ne faut pas oublier que la Russie est aussi tributaire de la Turquie en matière de transition énergétique. Il ne faut pas justement oublier l'importance de la Turquie en matière de commerce international par les détroits. Et justement, dans cette transition, la Russie reste tributaire justement par rapport à la Turquie. Peut-être il est question de 38% de transit de pétrole à travers la Turquie. Donc c'est une, si vous voulez, géopolitique à géométrie variable qui à la fois laisse entendre, laisse entrevoir une débâcle du côté russe, mais aussi des incursions limitées. Il y a tout de même un constat qu'il va falloir tirer au clair, que la Turquie est aussi dans une conscience réaliste. C'est-à-dire qu'il y a des lignes rouges tout de même, des incursions sous prétexte de poursuivre les combattants ou les guerriers du PKK, mais sans aller plus loin. Oui. Sans aller plus loin, parce qu'il y a tout de même un équilibre qui est maintenu par les USA, le contrôle américain, la présence militaire américaine dans la région, donc limite un peu les incursions, les opérations militaires et aussi les aventures entre guillemets de la Turquie dans la région. Merci beaucoup, Monsieur Mondertabit, puisqu'on vous dit aussi au revoir, parce que vous allez nous quitter dans un petit instant. Je me tourne vers vous, Monsieur Gamal Albina. Alors, je repose ma question, comme je l'ai posée à Monsieur Mondertabit. Aujourd'hui, cette offensive, est-ce qu'elle ne représente pas des répercussions qui pourraient être incontrôlables? Alors oui, là j'ai entendu plusieurs choses. C'est beaucoup plus complexe que ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a des éléments qui ont été retenus. D'abord, la Russie et la Turquie jouent au chat et à la souris. Les accords de Sotchi qui garantissaient que les Russes ne poursuivent pas leur offensive jusqu'à la poche d'Idlib, qui est la dernière zone où il y a encore des combattants djihadistes qui ont été soutenus plus ou moins par les Turcs, font qu'il y a un modus vivendi entre les Turcs et les Russes. On le voit bien au Karabakh et un peu partout. Donc les Russes et les Turcs sont en main actuellement. Il y a même un accord record qui a été fait pour une signature de livraison de gaz et de pétrole via la Turquie. Donc aujourd'hui, la Turquie et la Russie sont deux grands
deux grandes puissances qui se regardent en chaîne de faïence, mais de l'autre côté, il y a d'autres intervenants sur le territoire syrien. Et il n'y a pas que la Syrie qui t'a frappé d'ailleurs. Il faut rappeler que la Syrie et l'Irak ont été frappés. Oui, L'obsession turque. absolument. Voilà. Et donc, on ne peut pas réduire le problème à la Syrie. Donc, la question américaine, qui est surtout dans la zone ce qu'on appelle, on va appeler les rebelles syriens, ce qu'ils appellent l'armée syrienne démocratique. Je retrouve le nom. L'armée syrienne de libération? Démocratique, c'est l'armée qu'ils considèrent comme étant une sorte d'armée démocratique syrienne anti-Assad et soutenue par les États-Unis. Donc c'est la FDS, les forces syriennes démocratiques. Voilà. Et donc les FDS occupent l'est du territoire du nord de la Syrie. L'ouest, c'est la poche d'Idlib, c'est ce qui reste de position turque. Les Turcs veulent 30 km de zone de sécurité, c'est ce qu'ils revendiquent et ils veulent en finir avec, alors il ne faut pas se tromper de terme, il y a d'abord le PKK, qui est le parti des travailleurs kurdes, qui est surtout un parti turc, c'est les Kurdes de Turquie. Après, il y a le YPG qui est plutôt en Syrie, c'est ceux qui sont les Kurdes de Syrie et qui ont fait alliance évidemment pour partie avec les États-Unis et avec Assad. C'est ceux qui auraient, avec les Peshmerga, mis en échec avec le soutien états-unien Daesh. Donc ceux-là sont considérés comme étant des ennemis redoutables qui soutiennent militairement le PKK. Les Turcs ont tout de suite mis la focale sur le PKK en disant que c'était eux les responsables de l'attentat qui a tué 6 personnes sur l'avenue Istiklal à Istanbul. Une avenue que je connais hier, que je connais très bien. Oui. Et donc, pour tout vous dire, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les Turcs sont très en colère parce qu'ils ont perdu la main sur la Syrie. Ils espéraient la faire basculer de leur côté. Ça n'a pas fonctionné avec les frères musulmans. Ensuite, il leur reste plus que la poche d'Idlib qu'ils défendent difficilement. Il y a les États-Unis qui sont encore sur place, bien que Trump ait fait partie de l'essentiel des forces et qui sont du côté plutôt des forces syriennes démocratiques, l'FDS. Il y a aussi la question kurde, qui est une question qui est transnationale. 45 millions de personnes réparties sur 5 territoires qui toutes revendiquent une indépendance, dont on se rend compte avec la partition de l'Irak que cette indépendance, de fait, est acquise dans le nord de l'Irak, sur la région de Mossoul. Donc ça, c'est quelque chose que les Kurdes voient d'un très mauvais œil, parce qu'évidemment, ces velléités d'indépendance sur des régions qui n'ont jamais été des États. Rappelons que les Kurdistan n'a jamais existé. Il a existé 2 fois dans l'histoire, dans des accidents 1 an et 3 ans, dans 2 pays qui n'ont rien à voir avec la Turquie d'ailleurs, mais ça n'a jamais existé. Effectivement, les Kurdes espéraient un État, parce qu'en 1920, les Français, avec le traité de Sèvres, avaient imposé un État kurde du côté de la Turquie. Sauf que Atatürk est intervenu et 4 ans plus tard, il a mis fin à cette idée. Donc aujourd'hui, l'obsession turque, c'est une question sécuritaire, c'est une question évidemment de prestige, c'est une grande armée, et c'est une question d'en finir avec la possibilité d'un État revendiqué indépendant kurde en Syrie, parce qu'il y a un grignotage des Kurdes. Le nord de l'Irak, c'est déjà quasiment un État indépendant. La Syrie, il y a une partie du territoire qui commence à revendiquer une volonté indépendante. Donc c'est vrai que les Kurdes le voient d'un très mauvais œil parce que ça réveille les velléités d'indépendance du Kurdistan turc. Oui, très bien. Alors, je crois que vous nous avez fait un petit tour d'horizon historique. Nous allons y revenir justement sur l'existence des Kurdes dans cette région qui est la Syrie, l'Irak et encore la Turquie, et qui semble être un petit peu la bête noire de ces régimes, les trois y compris. Monsieur Qassemi Hassan, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on parle de l'attaque turque sur la Syrie. Alors, les Kurdes sont, si vous voulez, accusés d'avoir été ou d'avoir fomenté l'attentat d'Istanbul le 13 novembre dernier. Une attaque a été menée, une attaque aérienne, et Erdogan envisage, ou en tous les cas n'exclut pas, dans les prochains jours, une opération terrestre. Alors, l'objectif, est-ce que réellement c'est de venir à bout des terroristes kurdes? Et comment peut-on faire le tri aujourd'hui dans cette région du nord de la Syrie entre ce qui est PKK et entre ce qui est kurde et entre ce qui est réfugié et déplacé? Car il y a des Syriens et il y a également des Irakiens. Vous savez, je ne vais pas faire de la sociologie politique, mais je vais essayer de faire une analyse un peu macro-politique pour un peu vous expliquer que la problématique kurde est une problématique très complexe et qui remonte de manière lointaine dans l'histoire. Si on doit rappeler certains faits historiques importants, c'est que ce qui se passe actuellement, les divisions et les confrontations qui se déroulent et qui évoluent actuellement au Moyen-Orient sur le fait de partage injuste, inéquitable qui ont été faits par les empires coloniaux français et anglais dans le cadre du traité de Sykes-Picot. Bien sûr, on a voulu essayer de rattraper cette injustice en 1920 pour donner une nation aux Kurdes, mais cela n'a pas marché et le problème
persiste et dure à nos jours. D'où les Maintenant, conséquences. la problématique du Kurdistan, qui bien sûr éparpillé une population à 90% sunnite, éparpillée sur plusieurs pays. L'Iran, vous avez à peu près 5 millions de Kurdes. Vous avez en Irak à peu près 3-4 millions, en Syrie 2 millions, et en Irak, la population la plus importante kurde se trouve en Turquie, à peu près 12 millions d'habitants. Alors maintenant, que se passe-t-il réellement sur le terrain? Alors, sur le terrain, il y a des ambitions d'ailleurs qui sont légitimes, au fond, kurdes, de vouloir disposer d'un État et d'avoir une existence politique comme tous les autres peuples de la région. Mais là, vous savez que quand on essaye de poser les problèmes de fond, je vous dirais qu'il est très très difficile d'ouvrir la boîte à Pandore de la redéfinition des limites territoriales et frontalières entre États. Là, ça ferait exploser tout le Moyen-Orient, ça ferait exploser toute l'Europe et ça ferait exploser aussi les États-Unis. Maintenant, vous savez qu'en Afrique, il y a eu un principe qui a été consacré par l'Organisation de l'Unité africaine, ensuite l'Union africaine, c'est l'intangibilité des frontières post-indépendantes, pour ne pas ouvrir un peu la porte infernale des conflits frontaliers qui sont là, qui sont latents et qui existent et qui peuvent être à la source et qui sont actuellement à la source de plusieurs confrontations. Maintenant, je reviens aux problématiques kurdes au Moyen-Orient et particulièrement en Irak, en Syrie et en Turquie. Là, vous devez savoir que le cas je prendrai un exemple, c'est l'Irak. L'Irak, le Kurdistan irakien, depuis pratiquement un nombre d'années assez important, dispose d'une autonomie plus ou moins acceptée par toutes les parties. Il y a eu un référendum d'indépendance qui a été organisé en 2017, contesté et sur lequel il y a eu des oppositions turques, iraniennes et irakiennes. Et là, à la limite, il y a des enjeux pétroliers très importants dans le Kurdistan irakien. Et le Kirkuk, c'est la région la plus importante où on a des gisements très importants en pétrole. Et là, vous devez savoir qu'il y a une influence très, très, très importante de l'entité sioniste. Et vous devez savoir aussi que l'entité sioniste utilise le territoire du Kurdistan irakien comme une plateforme d'attaque de l'Iran. Et vous devez savoir aussi, à Erbil, il y a une base secrète de l'entité sioniste qui a été utilisée à plusieurs reprises pour attaquer l'Iran. C'est ce qui explique pourquoi dernièrement la base secrète de l'entité sioniste implantée à Erbil a été attaquée par des drones iraniens. Pas aussi secrète que ça, quand même, Monsieur Hassan Qassimi. Comment? Pas aussi secrète que ça. Enfin, une fois que nous le savons, elle n'est plus secrète. C'est un secret de Polichinelle. Mais croyez-moi que c'était une base secrète que personne ne connaissait. Il y a aussi d'autres bases secrètes, que nous ne du connaissons moins entre pas. guillemets. C'est une base en Azerbaïdjan qui est de l'entité sioniste. L'objectif est d'encercler l'Iran et de le déstabiliser. Je reviendrai à la Turquie. La Turquie n'accepterait jamais qu'il y ait un État turc à ses frontières, aussi bien au nord à ses frontières avec la Syrie ou au niveau de l'Irak. Donc la problématique, elle est encore pendante, elle est importante, d'autant plus que les Américains et l'entité sioniste ont des positions qui sont plus ou moins ambiguës. Ils soutiennent l'indépendance du Kurdistan, mais en même temps considèrent le PKK comme une organisation terroriste. Donc c'est un véritable écheveau qui, dans les trames, sont totalement imbriquées l'une à l'autre et qui rend une solution très difficile pour permettre un peu de rétablissement de la paix dans cette zone, d'autant plus que les Kurdes, malheureusement,
sont de part et d'autre plus ou moins instrumentalisés par des entités étatiques, bien sûr pour des intérêts géostratégiques, ce qui rend encore Très bien. plus complexe la problématique du Kurdistan au Moyen-Orient. Merci, M. Qassimi. Monsieur Gamal Abina, au fait, la question qui se poserait pour le lambda citoyen, c'est qu'aujourd'hui, il y a des frappes aériennes qui pourraient se transformer également en offensive terrestre. Est-ce que la Turquie n'a pas été très vite en besogne en faisant cette offensive, dans le sens où est-ce qu'elle ne cherchait pas un prétexte? D'ailleurs, ensuite, il y a donc la deuxième partie de cette question, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des dénonciations et des condamnations de la part des États-Unis, mais également de la Russie. Alors, on appelle la Turquie à cesser les hostilités ou à cesser les frappes. Comment expliquer la première et la deuxième réaction? Alors déjà, la première réaction, il ne faut jamais oublier une chose. D'abord, Erdogan va être en campagne l'année prochaine. En 2023, il remet sa carte en jeu. Ensuite et surtout, il y a eu quand même, il ne faut pas l'oublier, entre 2015 et 2016, plus de 500 Turcs qui ont été tués par les attentats. On oublie un petit peu facilement que la Turquie était durement frappée par le terrorisme et qu'aujourd'hui, la crainte d'Erdogan, c'est qu'il y a un retour du terrorisme. Il doit légitimer le fait qu'il faille faire repartir les populations. Il y a plus de 2,5 millions de Syriens sur son territoire hébergés par l'État turc pour des raisons simplement humanitaires. Il doit justifier cela auprès de sa population qui le voit d'un très mauvais œil parce qu'il ne supporte plus la présence des Syriens sur le territoire, ça coûte cher. La Turquie a une monnaie qui a décroché, qui ne va pas très bien, l'économie a du mal à décoller aussi. Elle a été mise sous pseudo-sanctions américaines. Oui, à mal par les États-Unis. Tout ce on va dire que l'attaque de la monnaie de la lire turque. La crise ukrainienne s'est fait ressentir lourdement sur la Turquie. Il y a eu ça, le Covid, il y a une multiplication de crises comme ça qui frappe la Turquie, la monnaie qui a décroché, comme je disais, et puis surtout les Turcs sont inquiets parce qu'effectivement, si au sud de la frontière, ils ont fait le coup à l'Irak. Moi, j'ai entendu tout à l'heure qu'il serait légitime que les Kurdes aient un État. Non, il n'est pas légitime que les Kurdes aient un État, parce qu'il n'y en a jamais eu, mais parce que l'idée de l'État-nation était une idée jacobine. Donc, ils ont déjà fracturé tout le Moyen-Orient avec des micro-États parfaitement incapables de se défendre, et ils voudraient créer dans des États qui existent à nouveau des fractions. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait qu'ils soient toujours instrumentalisés. Les Kurdes sont les dindons de la farce de tous les régimes. Quand il y a eu la guerre Iran-Irak, par exemple, les Kurdes d'Irak étaient soutenus par les Iraniens qui voyaient les Kurdes d'Iran soutenus par les Irakiens. Bilan des courses, à l'Abja, en 88, plus de 5000 Kurdes gazés par Saddam Hussein, qui, d'ailleurs, ironie du sort, Saddam Hussein est d'origine kurde. Les gens ne le savent pas assez, il faut le répéter, parce qu'on a tendance à l'oublier. Il est né dans le village de Salahuddin, à Yubid, Takrit. Donc, c'est vous dire que absolument. Et donc, ce sont des Kurdes. Saddam Hussein se réclamait de Salahuddin, qui était le plus grand des Kurdes de l'histoire du monde musulman, il ne faut jamais l'oublier, et qui a défendu la cause musulmane et arabe. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pourquoi cette instrumentalisation? Parce que le diviser pour mieux régner, que les Anglais ont très bien inventé et bien mis en application avec Sykes-Picot, eh bien, se diviser pour mieux régner, ils ont gardé cette petite carte comme ça, ethnico-religieuse, plutôt ethnique d'ailleurs, des Kurdes, dont on sait qu'ils n'avaient pas d'État, mais dont on sait qu'ils sont répartis sur 5 à 6 États, voire même plus. En réalité, c'est 7 États, si vous comprenez. Surtout le Moyen-Orient, il faut le dire. Hein. Toute cette région de l'Irak, oui. Jusqu'en Arménie, jusqu'en Azerbaïdjan, ils en avaient partout, les Kurdes. Donc, ce qui se passe, c'est que les Kurdes, c'était les guerriers à l'origine. Il ne faut jamais oublier que c'était les guerriers de l'islam. Et qu'on les a souvent instrumentalisés en leur faisant croire qu'ils avaient droit à un État. Le problème, c'est de définir un État dans une région comme celle-là. Ça revient à faire une nouvelle Israël dans la région, puisqu'évidemment, si vous créez un État sur les États, vous retirez des populations de chez elles. La question d'Erbil, par exemple, avec la volonté de vouloir cette indépendance décrétée auto-proclamée en 2017, qui est combattue par le pouvoir central irakien, est une question qui n'est pas d'hier. Je veux dire, Saddam Hussein, en 1974, avait proposé une large autonomie à l'époque du Parti Baas. Je vous demanderai juste de faire court, M. Gamal Abina, parce qu'il nous reste 2 minutes et je ne veux pas rater tout ce que vous avez à dire. Donc, allez-y. Donc, très, très rapidement, pour dire qu'à chaque fois que les Kurdes interviennent et qu'on négocie, il y a toujours quelqu'un pour les acheter derrière. Parce que malheureusement, le problème des Kurdes et du Kurdistan, c'est qu'ils s'appuient sur des puissances importantes qui se retournent contre elles à chaque fois et qui les abandonnent. Donc, ça veut dire qu'ils ne tirent pas de leçons de l'histoire. Aucune leçon de leur histoire. Ils sont toujours divisés et ils sont toujours instrumentalisés. Et malheureusement, au lieu de rester fidèles aux États dans lesquels ils sont pour se renforcer politiquement, comme les Turcs leur avaient proposé,
Erdogan, quand il est arrivé au pouvoir, il leur a donné des pouvoirs élargis. Il a même des députés kurdes qui sont dans son parti l'AKP, et pour autant, à chaque fois, ils se retournent contre leurs dirigeants, ce qui est vraiment dommage, à mon sens. Oui. Ça leur vaut une très mauvaise réputation, mais on verra par la suite. Monsieur Hassan Qassimi, je voudrais juste que vous soyez bref dans la réponse, avant même que je vous pose la question. Nous avons juste 30 secondes. Alors, quelle est la position de la Syrie dans tout ça? Vous savez que la Syrie n'a pas encore sa souveraineté sur tout son territoire. Mais alors, en deux mots, monsieur Qassimi. Une bonne partie du territoire qui est frontalière avec la Turquie lui échappe complètement, ce qui explique pourquoi les Turcs, Erdogan va absolument installer une zone tampon de 30 km à l'intérieur des territoires syriens. Très bien. Et là, vous savez que les raids qui ont été faits par les Turcs contre les Kurdes de Syrie sont une riposte à l'attaque terroriste. Merci, monsieur Qassimi. Je suis désolée de vous interrompre. À Istanbul. Et là, derrière cette trace de l'attentat d'Istanbul, il n'y a pas que les Kurdes. Il y a aussi l'entité sioniste, dont il y a des traces très importantes très bien. qui impliquent sa responsabilité. Merci beaucoup, monsieur Qassimi. Je n'aurais pas voulu vous interrompre, mais le temps nous prend toujours comme ça. Et donc, merci, monsieur Qassimi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en géopolitique. Merci, monsieur Gamal Abina, d'avoir été avec nous. Vous êtes expert en questions internationales. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous demain.